Notre invité ce matin est Stéphane Le Foll, Jean-Michel Apathy. Bonjour Stéphane Le Foll. Bonjour. Au début de la semaine dernière, avec votre collègue député de l'Ardèche, Olivier Dussopt, vous votiez contre le projet de budget du gouvernement pour 2018. Et puis Olivier Dussopt est devenu vendredi dernier secrétaire d'État à la fonction publique. Et c'est donc fort logiquement que lundi, il y a 2 jours, devant les sénateurs, Olivier Dussopt défendait le budget contre lequel il avait voté. On l'écoute. Nous avons à répondre à un certain nombre de questions, d'interrogations qui sont partagées. Et quand je dis qu'elles sont partagées, j'ai eu l'occasion moi-même, dans un passé récent, de les partager. Et oui, il partageait quelques doutes puisqu'il a voté contre le budget qu'il défend maintenant. Qu'est-ce que vous pensez de cette figure politique qu'on offre aux citoyens français, Stéphane Le Foll? Écoutez, je l'ai dit d'ailleurs, je vais le refaire. Il y avait une phrase de Blum qui était très belle dans l'entre-deux-guerres, qui avait dit, lorsqu'il réfléchissait à l'exercice du pouvoir et la conquête du pouvoir, il avait dit les hommes sont démunis devant le pouvoir lorsqu'ils le veulent par convoitise ou vanité. Je trouve que cette formule, cette phrase qui date déjà de pratiquement un siècle, trouve malheureusement, malheureusement, et c'est pour ça qu'aussi il faut de temps en temps relativiser et regarder tout ça avec ce regard long. Eh bien, on se retrouve avec Olivier Dussopt, qui était effectivement dans le groupe Nouvelle Gauche, qui avait voté contre le budget et qui se retrouve une semaine après à défendre le budget contre lequel il avait voté une semaine avant. Ça dit aussi la force d'attraction maintenue d'Emmanuel Macron? Oui, ça dit à la fois la force d'attraction, d'accord, oui. Puis ça dit surtout, comment dirais-je, la stratégie qui est la sienne. C'est-à-dire d'aller chercher et de continuer à déstabiliser. Est-ce que c'est de bonne politique? On pourrait considérer qu'aujourd'hui, il a le pouvoir, il vient d'être élu, donc il a une force d'attraction qui fait qu'il peut continuer à tirer. Mais à terme, est-ce que c'est bien une bonne politique ou de bonne politique que de continuer comme ça à chercher à déstabiliser des partis démocratiques? Je dis non. Donc je rappelle qu'en même temps... Et pourquoi c'est pas une bonne chose? Pourquoi est-ce que continuer à provoquer une recomposition du paysage politique, c'est pas une bonne chose? Mais c'est parce que vous continuez à déstabiliser des partis politiques, très bien, dans une démocratie. Est-ce qu'il y a une démocratie sans parti politique? Non, mais il y en aura d'autres. Il déstabilise le Parti socialiste. Donc, oui, il se déstabilise le Parti socialiste. Il déstabilise pas la France insoumise. Hein. Oui, mais la France insoumise, Jean-Michel Apathy, soyez objectif. Quand au début, vous l'avez, et je me souviens d'écoute, parce que j'écoute de temps en temps quand même France Info, considérant que Jean-Luc Mélenchon était l'opposant. On en a fait l'opposant. Ce qui était d'ailleurs stratégiquement très intéressant pour Emmanuel Macron. J'appelle ça la stratégie du chasse-neige. Je pousse sur les extrêmes les oppositions. Qu'est-ce qui reste? Moi au centre. Vous n'allez quand même pas aller chercher les extrêmes, non, il reste que moi. Vrai sujet. Mais ça veut dire que les alternatives ou les alternances potentielles seraient des alternances et des alternatives dans les extrêmes. Je pense fondamentalement que pour notre démocratie, c'est pas bon. D'accord. On a noté, parmi les réactions des dirigeants socialistes depuis vendredi, donc depuis la nomination d'Olivier Dussopt, député, on a noté la réaction bienveillante de Didier Guillaume, qui est président du groupe socialiste au Sénat, qui a dit « Bravo Olivier, tu as eu raison de rejoindre Emmanuel Macron et le gouvernement d'Édouard Philippe », ce qui lui a valu quelques critiques. Et lundi, Didier Guillaume était sur Public Sénat, et sa réaction à lui, après toutes ces critiques, est assez mitigée. On écoutait Didier Guillaume. Il y a eu ce week-end, j'ai reçu sur la figure des tombereaux de boue et d'insultes. Il faudrait me tondre à la libération. C'est quoi? C'est ça la fraternité? Vous voyez, c'est un dirigeant socialiste, il est dans la même parti que vous, et il est un peu meurtri de toutes les critiques qu'on lui a adressées. Je pense qu'il y a une forme forte de tension en ce moment. Parce que chacun, dans son existence politique, dans son histoire politique, peut être touché. Et touché de manière assez profonde. Ce qui fait que les réactions sont aussi souvent exagérées. C'est des réactions épidermiques avec une volonté, et ça a été dit, d'être dans l'exagération. Donc il faut à la fois rester ferme sur les valeurs, solide sur ces valeurs, pour pouvoir justement affronter ces moments-là. Et c'est ça qui est, pour moi, l'enjeu. C'est pour ça que j'ai écrit un texte sur « Pour l'avenir, je choisis Jaurès », pour rappeler à tout le monde qu'il y a des valeurs sur lesquelles on doit s'appuyer, une identité qu'on doit reprendre, repenser, et c'est comme ça qu'après, on pourra affronter d'abord les tentations ou les séductions, et puis ensuite, pour pouvoir se redresser
et reparler aux Français. Vous regrettez le soutien de Didier Guillaume Je sais que Didier Guillaume, ils étaient dans la campagne avec Manuel Valls. Non, mais est-ce que vous regrettez son soutien? Mais il l'a fait avec un tweet, vendredi, avec une volonté de... L'amitié que Didier et Olivier Dussopt se vouent, et elle est ancienne, paraît logique qu'il y ait un message. Après, il y avait un message qui était aussi de marquer un soutien à la démarche. Pas simplement à l'homme, à la démarche, en disant même que c'était un homme de gauche qui allait rester de gauche, mais qui allait devenir ministre d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'il allait pouvoir réorienter. Il ne va rien réorienter du tout. La preuve, c'est qu'il est en train de présenter un budget contre lequel il a voté. Et Didier Guillaume, il peut rester à son poste? Non, mais là, du groupe socialiste au Sénat. On n'est pas là non plus, et il a eu raison de le rappeler, on n'est pas là pour tout le temps pour un tweet, on ne va pas se mettre à prendre aussi des positions et à décider de choses qui sont suffisamment lourdes comme ça. Donc je rappelle, il faut revenir à ce qui est nos valeurs, non, notre mais la identité. Question, est-ce qu'il peut rester président d'un groupe socialiste pour l'instant, on va pas sur un tweet. Macron? Il a soutenu Olivier Dussopt, quelqu'un qui avait fait campagne avec lui, avec Manuel Valls. Très bien. Et il lui a envoyé un message de soutien. Très bien. Chacun peut juger si c'était bien ou pas. Moi, je pense que c'est pas comme ça qu'il aurait fallu faire. Bon. Mais l'amitié qu'il a avec Olivier Dussopt, je la comprends. Maintenant, on va pas non plus, dès qu'il y a un tweet, se mettre à prendre des décisions ou à faire, comme l'a dit Didier Guillaume, des espèces d'insultes. Non, il faut rester avec un peu plus de calme et de sérénité. Nous sommes dans un moment difficile. Eh bien, quand c'est difficile, eh bien, il faut être suffisamment serein et fort. On peut se dire que Olivier Dussopt a succombé à la tentation, qu'Emmanuel Macron est très fort. On peut aussi les deux, on peut aussi capitaine. Et on peut se dire aussi qu'il y a une troisième option, hein, c'est que le Parti socialiste n'a pas été assez convaincant pour retenir Olivier Dussopt, qui n'est pas assez. C'est peut-être aussi de votre faute, pas vous personnellement, oui, mais collectivement. Mais on est dans un moment où le Parti socialiste, après cette défaite, d'abord, quelle est son organisation collégiale, la manière dont il, avec des gens qui s'y donne avec la volonté de faire au mieux. Je pense à Rachid Temal aujourd'hui, qui fait son travail. Mais le Parti socialiste, il a besoin de se reconstruire. Et c'est parce qu'il est dans un état de faiblesse que les tentations font que des hommes ou des femmes peuvent partir. Et c'est bien parce qu'il faut qu'on redevienne à la fois fort sur ce qu'on pense, sur ce qu'on est, qu'on aura après capacité à se redresser. Donc c'est vrai que ça dépend bien entendu aussi un peu, je le dis, de notre faiblesse, oui, actuelle. Vous restez temporaire. Temporaire. Vous restez avec nous, 8h40, l'essentiel de l'info de Edwige Coupez. Une intervention en cours du RAID dans le commissariat de Tulle en Corrèze. Un homme est entré vers 4h du matin. Il a menacé de tout faire sauter. Alors il est bloqué actuellement dans le sas du bâtiment. La piste d'un homme fragile psychologiquement est évoquée. On va s'en occuper. C'est la réaction de Donald Trump après le nouveau tir de missiles nord-coréen. L'engin a parcouru près de 1000 km avant de s'abîmer en mer du Japon. Et selon Pyongyang et des experts du Pentagone, il pourrait atteindre cette fois l'ensemble des grandes villes américaines. L'immigration et la sécurité, thème majeur du 5e sommet Europe-Afrique aujourd'hui en Côte d'Ivoire, un sommet consacré à la jeunesse. 60% de la population africaine a moins de 25 ans. Après le scandale de la vente de migrants comme esclaves en Libye, Emmanuel Macron veut proposer de frapper les réseaux de passeurs. Est-ce la fin de l'encadrement des loyers? Le gouvernement va faire appel après la décision du tribunal administratif de Paris d'annuler ce dispositif dans la capitale. Cécile Duflot, à l'origine de la loi, demande au gouvernement de sauver cet encadrement des loyers. France Info. Stéphane Le Foll, député Nouvelle Gauche de la Sarthe, ancien ministre de l'Agriculture, ancien porte-parole et l'invité de France Info, Jean-Michel Apathy. Vous le disiez, Stéphane Le Foll, le malaise du Parti Socialiste n'est que temporaire. C'est vous qui l'avez dit. C'est moi qui l'ai dit, j'assume. Le Parti Socialiste n'a pas de chef et Olivier Faure, qui dirige le groupe des socialistes à l'Assemblée nationale, a une idée sur l'identité du nouveau chef qui devrait peut-être, selon lui, revitaliser le Parti Socialiste. On écoute Olivier Faure. Moi, je pense que le plus beau symbole que nous puissions offrir de notre renouvellement, c'est de mettre à la place du premier secrétaire plutôt une femme, plutôt jeune. Il y en a nombreuses. Najat Vallaud-Belkacem. Najat Vallaud-Belkacem en fait partie. Elle est une femme de talent qui incarne magnifiquement l'idée socialiste. Et donc, ça pourrait être elle ou d'autres si elle s'y refusait. Est-ce que vous êtes d'accord avec Olivier Faure, une femme plutôt jeune pour diriger le Parti Socialiste? Je ne sais pas sur le choix de Najat, et qui est effectivement plus jeune. C'est sur le fait... Plus jeune que
Que moi en particulier, que d'autres, que Najat, c'est pas le choix de Najat qui fait question, c'était simplement la question que je me posais, que je me suis toujours posée, c'est premier secrétaire pour faire quoi? La ligne politique. Et non, oui. Oui, c'est ça. Mais j'y viens, mais ça paraît tellement, comment dirais-je, cocasse de faire ça, que je me dis des fois, les enjeux de poste et de personnes ont pris le pas sur tout le reste. Est-ce que c'est pas ça le problème? Et que avant même de se dire candidat pour un poste, faut-il être capable de dire, et si on avait ce poste, qu'est-ce qu'on ferait? Je crois que c'est quand même comme ça qu'il faut faire. Donc à Olivier Faure, c'est pas le choix de la candidate ou du candidat pour le poste qui fait discussion, parce que c'est un choix qui est tout à fait légitime, et Najat a d'énormes qualités. Vous pourriez la soutenir? Pour aller à la conquête de ce poste. Vous pourriez la soutenir? Mais je dis simplement à Olivier Faure, mais est-ce qu'il n'y a pas nécessité d'abord de discuter sur qu'est-ce qu'on va faire? Qui sommes-nous? Najat Vallaud-Belkacem, quelle est notre stratégie? Elle a un point commun avec vous. Elle a participé 5 ans au gouvernement. Absolument. Et donc, puis en plus, moi j'ai eu elle beaucoup aussi, pour l'avenir, elle choisit Jaurès. Donc après tout, vous pourriez la soutenir. Mais mais là-dessus, il n'y a pas de discussion. Je l'ai dit. Moi, j'ai pas d'empêchement de quiconque. Je n'ai pas de discussion à avoir sur ces problèmes de personnes. J'essaye simplement de dire, mais si on doit se rassembler, et il faut qu'on se rassemble, il faut le faire avec de la sincérité dans ce qu'on va faire. Parce que, franchement, si c'est pour repartir avec des doutes sur ce que nous sommes, on va aller droit à la catastrophe. Droit à la catastrophe. Sincérité. Unité, bien sûr. Ouais. Et vérité sur ce que nous sommes. Voilà, c'est tout. Après... C'est bizarre, votre argument, la ligne avant la personne. C'est en même temps. Vous avez raison, la ligne, c'est aussi important. Mais je voudrais... Pourquoi est-ce que les deux ne vont pas ensemble? C'est toujours comme ça que ça se passe. Mais je n'ai pas l'impression de m'être fait comprendre. J'ai écrit un texte que j'ai signé, Bruce Toussaint. Donc vous êtes candidat? Attendez, non, mais je ne sais pas, moi, comment vous voyez les choses. J'ai écrit un texte, j'ai mis sur 12 ou 15 pages ce que je pensais. Donc ça veut dire... ça va en même temps, oui, j'ai l'impression. Donc on a bien compris, alors. Non, vous n'avez pas compris. Donc vous êtes candidat. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Si vous dites ça va en même temps. Vous faites... Mais ça va en même temps. Donc, quand j'ai écrit un texte, j'ai dit ce que je pensais. Donc vous êtes candidat. Et je vous répète que je l'ai dit avec un objectif, c'est que si on doit être candidat, il faut d'abord savoir pourquoi. Je ne vais pas m'expliquer plus que ça, c'est quand même limpide. Je suis sûr que les auditeurs l'ont compris. Vous êtes candidat? Mais candidat à ce que je viens d'expliquer. Et je l'ai dit, je déciderai enfin au début d'année prochaine pour savoir si je suis candidat. Mais moi, j'ai commencé dans l'ordre. C'est un pas vers une candidature. C'est dans l'ordre. C'est un pas. Oui, mais en tout cas avec une volonté. Soyez aussi objectif, de penser les choses et de dire des choses avant d'aller dire je suis candidat. Ça sert à quoi, ça? Donc on a compris, vous nous dites ce matin, j'ai fait un pas vers une candidature. Non, parce que là, vous voulez faire exprès de ramener vous-même le débat uniquement à une question. Les deux. Est-ce que vous êtes candidat ou pas? Alors que moi, j'essaye de le dire, et ça ne vous intéressera pas. Mais je suis sûr que vous n'avez pas regardé ce texte, à part le titre. Il fait 12 pages. Personne ne va discuter de ce qu'il y a sur le fond. C'est simplement, êtes-vous ou pas candidat? D'ailleurs, ça fait déjà 5 ou 10 minutes qu'on est dessus, mais ça va continuer. Je vous connais par cœur. Et je suis venu avec le sentiment d'avoir à faire face à cette question lancinante. Il s'est produit hier soir un événement que vous avez peut-être remarqué ou pas. François Hollande a reçu le prix de l'humour politique. On l'écoute. Bien, je vous remercie d'être venus très nombreux à cette manifestation. Et je prends conscience qu'un hommage donc m'est rendu. Il était temps. Alors pour terminer, j'ai bien compris que c'était l'ensemble de mon œuvre qui était saluée ce soir. Je parle de ce domaine-là. Alors c'est le prix du Presse Club. Alors c'est sympathique. On se demande si c'est pas le problème du Parti socialiste justement. C'est-à-dire que François Hollande soit distingué pour son humour. François Hollande s'est toujours distingué avec beaucoup d'humour et beaucoup d'esprit. Pas vous que je vais le dire, vous le savez tous. Mais est-ce que ça n'est pas un problème qu'on ramène François Hollande après un quinquennat plutôt à ça qu'à autre chose? Est-ce que ça n'est pas votre problème, Stéphane? C'est un problème, mais c'est à nous d'expliquer ce qui a été fait. Et un jour, il aura aussi à s'expliquer sur ce qu'il a fait. Et donc moi, j'ai défendu ce que nous avons fait. J'ai dit aussi ce qui, à mon avis, avait été mal fait.
Mais je pense que dans ce débat, il faut effectivement revenir sur ce qui a été fait et valoriser ce qui a été fait. Je prends la question de la fiscalité, c'est très clair. C'était pas du tout la même chose. Ah non, les impôts ont augmenté en 2012, c'est pas du tout la même chose. 2012, 2013, 2014, et après ils ont baissé. Ouais. Et puis on a gardé l'impôt sur la fortune. On n'a pas mis en place le prélèvement forfaitaire unique. Au contraire, on avait égalisé la fiscalité du capital et du travail. Voilà. Ceux qui pensaient que c'était pas de gauche s'en aperçoivent aujourd'hui. François Hollande vous conseille? Non. Vous le voyez? Je l'ai au téléphone de temps en temps, comme je l'ai toujours eu au téléphone. Il s'intéresse quand même à ce qui se passe. Bien sûr qu'il s'intéresse à ce qui se passe. Vous espérez qu'il va vous soutenir? J'ai besoin aujourd'hui que d'une chose, savoir ce que j'ai envie moi-même de faire. C'est un problème qu'il ne tourne pas la page complètement Non, c'est pas un problème. Pour la refondation du Parti socialiste, ça n'aide pas. Mais je ne vais pas me mettre à penser que ce que nous avons à faire ne dépendrait que de ce que va faire François Hollande. Ce que nous avons à faire, c'est d'abord une responsabilité qui nous incombe à nous, et à moi en particulier, avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et c'est tout. Et on est assez grand pour le faire aujourd'hui. Si on dit que vous êtes hollandais, c'est un handicap ou c'est un atout? De toute façon, j'aurais du mal à dire j'ai pas été hollandais, on m'a présenté comme étant... Et c'est vrai. Mais moi, j'ai été, un soutien. J'ai été un directeur de cabinet de François Hollande. J'ai été un directeur de sa campagne au début. J'ai été un soutien, bien sûr. J'ai été porte-parole du gouvernement. Donc, je ne vais pas nier tout ça. Au contraire. Maintenant, dans la reconstruction... La loyauté, ça fait aussi partie des valeurs qu'il faudrait remettre un peu à l'ordre du jour. Dans la reconstruction du Parti socialiste, est-ce que c'est un handicap ou un atout? C'était ça. Mais moi, je ne veux même pas en parler comme ça. Je veux dire ce que j'ai à dire. Voilà. Prix de l'humour politique aussi, je voudrais juste citer cette phrase. Mais il n'a pas été primé pour cela de Jean-Luc Mélenchon. Il a été retenu, mais finalement pas distingué. Le Parti socialiste est le seul zoo où les animaux se gardent eux-mêmes. Oui, ça vous a fait Mélenchon. Oui, Mélenchon, ça m'a simplement confirmé cette manière qu'il a, avec ses phrases, d'aller beaucoup trop loin, et dans la méchanceté en particulier, parce que franchement, sur la question des zoos et des animaux, il y aurait beaucoup de choses à dire. Sur Jean-Luc Mélenchon? J'ai dit globalement. Vous restez avec nous, il est 8h50, l'essentiel de l'info de Vige Coupès. Le commissariat de Tulle, en Corrèze, évacué ce matin. Le raid est sur place. Un homme retranché dans le bâtiment menace de tout faire sauter. Il dit porter une ceinture d'explosifs. Le préfet appelle au calme, mais conseille aux habitants d'éviter le centre-ville. L'homme serait connu pour des problèmes psychologiques. Des cadres de Lafarge convoqués ce matin par les enquêteurs. Une information de nos confrères de France Inter. Il risque une mise en examen pour financement du terrorisme. Le cimentier est accusé en effet d'avoir versé de l'argent à des djihadistes dont Daesh pour continuer à faire fonctionner son site syrien pendant la guerre. Ce serait le missile le plus puissant jamais tiré par la Corée du Nord, capable cette fois d'atteindre toutes les grandes villes américaines et non plus seulement Hawaï et l'Alaska. Pyongyang affirme avoir atteint son objectif historique, celui de devenir un État nucléaire. L'ONU réunit son Conseil de sécurité d'urgence dans la journée. La fin de l'incendie au CHU de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, aucune victime à déplorer, 1200 personnes ont quand même dû être évacuées, dont 700 patients. Le feu a pris dans un local technique de l'hôpital. Les syndicats pointent la vétusté de l'hôpital. France Info. Stéphane Le Foll, député Nouvelle Gauche de la Sarthe, et l'invité de France Info, Jean-Michel Apathy. Vous avez été ministre de l'Agriculture pendant 5 ans, Stéphane Le Foll. Oui. La Commission européenne a autorisé la vente du glyphosate pendant encore 5 années, justement, à l'intérieur des pays européens. Emmanuel Macron a dit lundi soir, au plus tard, dans 3 ans, on n'utilisera plus de glyphosate en France. Est-ce que Emmanuel Macron a eu raison de prendre cet engagement, d'après vous? On est dans un débat où il y a autour du glyphosate toute une histoire liée à Monsanto. D'ailleurs, j'ai pas compris, j'entendais Yannick Jadot qui oubliait de dire d'ailleurs que Monsanto a été racheté par Bayer, et que si de temps en temps il se posait la question de savoir pourquoi l'Allemagne avait peut-être changé d'avis, il y avait quand même quelques raisons. Bon, enfin, au-delà du procès qui est fait à Monsanto, la question qui est posée, et avant de décider comme ça, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, quel est le temps nécessaire pour que les modèles de production agricole soient modifiés de telle manière qu'ils ne soient plus dépendants, pas que du glyphosate, des phytosanitaires, parce que depuis la Seconde Guerre mondiale, on a construit des modèles de production agricole qui ont été faits justement pour consommer beaucoup de phytosanitaires, beaucoup d'herbicides, beaucoup de fongicides. Bon. Si on ne change pas les modèles, on continue à être dépendant. Est-ce qu'on peut les changer en 3 ans? En 3 ans, ça me paraît court.
En 3 ans, Alors ça moi, vous je paraît suis court. pour une interdiction du glyphosate. Moi, j'ai aucun problème. Tout le monde est d'accord avec ça. Tout le monde est d'accord. Mais si La on est seule question, réaliste, voilà. 3 ans, c'est trop court. Oui, parce que alors, si le pire, parce que c'est ça qui peut aller, qui est le piège dans lequel tout le monde s'engage, et en particulier un certain nombre de ceux qui voudraient justement se passer de tous ces produits, c'est que si on va trop vite, on va chercher des molécules de substitution. Alors là, interdire une molécule chimique pour en retrouver une autre, mais ça serait la pire des solutions. Donc, avant de se décider comme ça, de dire c'est 2 ans, c'est 3 ans, faut interdire. Parce que pourquoi? Parce qu'il y avait le renouvellement de l'autorisation. C'est pour ça qu'il y a ce débat aujourd'hui. Oui, c'est simplement, le calendrier, il n'est pas fait par rapport à l'objectif de mutation des modèles, il est fait par rapport à un objectif qui est celui de l'autorisation ou non de cette molécule. Et à votre avis, Emmanuel Macron a pris cet engagement des 3 ans davantage pour des raisons politiques et Mais bien sûr, c'est très politique. Comme Nicolas Hulot, c'est pareil. C'est très politique. Et je le dis, et je leur ai dit, et je l'ai dit à Nicolas Hulot, je leur en veux parce que on devrait avoir l'objectif de l'interdiction et de la suppression. On devrait avoir un objectif aujourd'hui, c'est comment on utilise le glyphosate pour éviter tous les risques qu'il peut y avoir avec le glyphosate, pour susciter des nouveaux modèles de production et arriver au bout à s'en passer. Comment on fait aujourd'hui? Ça, c'est la logique, je l'entends souvent, d'un certain nombre d'écologistes, c'est on interdit et comme ça, on est obligé de faire. Oui, sauf qu'on interdit parce qu'on a un calendrier qui n'est pas un calendrier de réflexion. Moi, quand j'ai fait l'agroécologie, je savais ce que je voulais. C'est pas un calendrier de réflexion, c'est un calendrier qui est lié à un calendrier administratif d'autorisation ou pas. Et vous l'avez dit à Nicolas Hulot, c'est pas réaliste ça. Moi, j'avais dit à Nicolas Hulot, et sur ce sujet, j'ai dit attention, ce qu'il faut, c'est changer vers l'agroécologie l'ensemble des modèles de production. Et vous comprenez le discours de la FNSEA qui dit... Alors la FNSEA, c'est autre chose. Non, ils disent... Non, mais quand même, c'est pas non plus... voilà, ils savent de quoi ils parlent. C'est quand même des agriculteurs. Ils ont souvent parlé de manière très gentille, comme vous le savez. C'est des agriculteurs. C'est les agriculteurs. Si eux ne savent pas de quoi ils parlent, moi non plus. Eux disent on risque d'être désavantagés dans la compétition européenne si les uns utilisent un produit que nous, on ne peut pas utiliser. La FNSEA, elle est dans la logique de... Et si en Allemagne, on utilise le glyphosate et en France, on ne l'utilise pas, on va avoir un écart de compétitivité. Faudrait-il encore regarder... Ce qui n'est pas idiot. Mais là-dessus, je ne discute pas. D'accord. La seule chose que je sais, c'est qu'au bout du compte, si on changeait nos modèles de production en étant performants économiquement et environnementalement, on serait plus compétitif de manière globale. Ça, c'est sûr. Voilà. Mais ça, quand il a fallu l'expliquer, l'agroécologie, la mise en œuvre, ça commence, et ça bouge. Mais quand même, à la FNSEA, je leur avais dit, c'est pas simplement un sujet du ministre Stéphane Le Foll, si c'est ça votre problème. C'est un sujet de mutation fondamentale. On est à la 5e mutation de l'agriculture. Vous la prenez ou vous la prenez pas. Mais moi, je vous le dis, elle se fera. Et moi, je la mettrai en œuvre. Donc, Stéphane Le Foll, 5 ans passés à l'agriculture, ça vous donne une forme de légitimité. Vous dites qu'Emmanuel Macron n'a pas raison de dire qu'en 3 ans, on abandonnera le glyphosate. C'est pas ce que j'ai dit. Si, c'est ce que j'ai dit que plutôt que de raisonner simplement sur un calendrier, la seule question... Et qu'en 3 ans, on n'y arrivera pas, vous l'avez dit. Oui, parce que moi, je veux une mutation de l'agriculture. Donc, j'ai bien synthétisé. Non, c'est pas vrai. Vous avez synthétisé dans votre sens, comme toujours. Pour avoir un petit clivage et une petite bagarre. Mais alors, allez, c'est... Autre synthétique. On est sur France Info, c'est le matin. Allons-y. Suivante. Emmanuel Macron, à Ouagadougou hier, a dit ceci. Oui. Je suis d'une génération de Français pour qui les crimes de la colonisation européenne sont incontestables et font partie de notre histoire. Je me reconnais dans les voix d'Albert Londres et d'André Gide qui ont dénoncé les milliers de morts du chemin de fer du Congo. Et je n'oublie pas que ces voix, alors, ont été minoritaires en France comme en Europe. Je suis d'une génération qui reconnaît les crimes incontestables de la colonisation. Vous n'êtes pas de la même génération qu'Emmanuel Macron, Stéphane Le Foll. Vous êtes d'accord avec lui ou pas? Et je le reconnais aussi. D'accord. Voilà, ça, oui, je suis parfaitement d'accord avec lui. On le dit pas souvent. On le dit pas souvent, on l'a dit, et ça a été rappelé, je me souviens... François Hollande, j'ai jamais entendu parler de crimes. Si. Et François Hollande, en particulier, sur tout ce qui avait été sur l'Algérie, tout ça, avait eu des mots très forts dans son livre, il y a longtemps. Oui. Ben oui, mais justement. Pas le mot crime, si. Mais bien sûr que si. Sur la question de la colonisation, tout le monde a été extrêmement clair. Nous l'avons été. Et que Emmanuel Macron le dise à nouveau, et en disant, lui, en plus, je suis d'une nouvelle génération. Sous-entendu, c'est parce que je suis d'une nouvelle génération que je condamne les crimes de la colonisation. Je le dis simplement. C'est bien qu'ils le disent. Enfin, on n'est pas obligé d'être de sa génération pour ne pas non plus dire qu'il y a eu des crimes liés à la colonisation. Et quand Emmanuel Macron, candidat à la présidence de la République, a dit en Algérie, février 2017, c'est pas loin, crime contre l'humanité, ce qui a été fait en Algérie par la France, il a raison aussi?
Il avait, à ce moment-là, en Algérie, dit que c'était des crimes contre l'humanité sur un sujet qui était celui de la colonisation. Vous voyez bien que, entre ce qu'il dit à Ouagadougou, que moi je partage, et ce qu'il avait dit à l'époque en Algérie, il y avait la différence entre crime contre l'humanité qui a une signification à la fois juridique et politique qui est très précise, et le fait de dénoncer ce qu'a été la colonisation de manière générale, pas qu'en Algérie, mais partout, qui était une manière de domination et qui a eu avec des crimes en particulier... Crime contre l'humanité en Algérie, non. Non, après, sur ce sujet, c'était différent. Comme il va en Algérie le 6 décembre, sans doute nous en reparlerons. Merci beaucoup Stéphane Le Foll, bonne journée.